Ici Radio Mururoa, la voix des îles. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Ma mère adoptive était une des premières Polynésiennes à avoir suivi à l'époque le député Powana Aoba. À l'époque, il était député, avant qu'il devienne sénateur. Et ma mère, elle, était proche, familialement parlant, mais aussi politiquement parlant, du président de l'UTUNR, Rudy Bombridge. Donc à la maison, on avait des débats passionnés sur le nucléaire toutes les semaines, avec mes frères de lait, ma soeur de lait et mes deux mamans. En 1971 ou 72, si mes souvenirs sont bons, il y a eu ici une grande marche, juste après le retour du député Powana Aoba, menée à l'époque par Francis Sanfo, John Teariki, et une délégation venant de France avec François Mitterrand et Jean-Jacques Servan-Schreiber. Les deux principaux porteurs de la principale banderole étaient Michel Buyard, actuel député maire de Papeete, et moi-même. Nous partagions le même combat, ce combat antinucléaire. Je suis parti en France faire mon service militaire et en revenant au pays, j'ai eu la chance, le privilège de travailler à Mururoa. Cette photo est la démonstration, la preuve concrète que j'ai travaillé à Mururoa plus de 2 mois. J'étais le responsable comptable du CEA. Et mon boulot consistait à faire un pointage de tous les salariés des entreprises sous-traitantes du CEA et du CEP en activité sur les sites. Donc, tous les jours, je prenais ma mehari de service et je faisais le tour de l'île de Mururoa, même les endroits interdits. Donc, j'ai eu ce privilège de faire partie des premiers Polynésiens qui ont vu tous les sites, même interdits. Et quand on allait sur place, on n'avait aucune protection. On allait en t-shirt, en 3/4, et avec des savates, la voiture en marche et on allait. C'était pour pointer la présence effective ou non. Et j'ai fait ce travail pendant 2 mois, avant de revenir travailler au pays. Mon itinéraire professionnel a fait qu'ensuite je suis devenu inspecteur de police de la police nationale, major de ma promotion. Et j'ai eu également cette chance, ce privilège de travailler à la direction des renseignements généraux. Quel parcours! Et donc là-bas, j'ai accompagné à maintes reprises les ministres qui venaient ici en service. Et avec mon chef de service de l'époque, le commissaire Mouri, nous sommes allés à Mururoa lorsqu'il y a eu le fameux incident là, de 1978. La bombinette qui a pété, qui n'a pas pété à la profondeur qu'il fallait, qui a fait qu'il y a eu un raz-de-marée et il y a eu mort d'homme.
Donc on est revenu ici, on a bien sûr signalé les faits. Ça faisait partie de ce qu'on appelait communément à l'époque secret défense, confidentiel défense. Et durant cette époque-là, j'ai commencé mon combat syndical à la police. Loin de moi de penser un seul instant que l'organisation syndicale qu'on avait créée, Atiaïmoua, qui veut dire debout et en avant, qui était associée à la CFDT, allait en l'espace de quelques années devenir le principal syndicat du pays, et surtout à Moruroa, parce qu'à Moruroa, j'avais mes meilleurs amis d'enfance, j'avais des cousins qui y travaillaient. Il a commencé à y avoir plusieurs mouvements sociaux à Moruroa, en 82, en 85, en 86, on s'était amusé à faire de Moruroa une île morte, par solidarité avec les travailleurs de Tahiti, lorsque nous réclamions déjà à l'époque la gestion paritaire de la CPS, la Caisse de prestations sociales. Et ce sont les camarades de Moruroa, les 2000 travailleurs de Moruroa qui ont bloqué Moruroa, qui ont été expulsés de Moruroa, qui sont venus prêter main forte à ceux de Tahiti. Et c'est ça qui nous a permis d'obtenir gain de cause au niveau de la gestion paritaire de la CPS. Et qui a fait que quelques années plus tard, je me suis retrouvé président de la CPS. Vous me direz, mais quel lien? Il y avait un lien énorme, puisque je voulais savoir comment est-ce que les miens, mes proches, évacués sanitaires chaque année, revenaient dans une caisse. À Moruroa, l'apartheid existait. Il y avait sur place 4 catégories géographiques, sociales, humaines qui travaillaient. Les gradés du CEA, les ingénieurs du CEA, les gradés de l'armée, les officiers de l'armée, les travailleurs du CEA, de l'État affectés en Polynésie, et ceux des entreprises sous-traitantes qui travaillaient pour le CEA, et idem pour les entreprises sous-traitantes qui travaillaient pour le CEP. Il n'y avait même pas 4 catégories, il y avait 6 catégories. Alors délimitées par zone géographique. Et durant plusieurs années, tous les travailleurs des entreprises sous-traitantes n'ont pas été déclarés à la CPS. Ici, le monde politique s'en foutait de cette situation. Retraite, assurance maladie, rien. Précaire. Ils ouvraient leur gueule, ils prenaient l'avion, ils rentraient à Tahiti. Voilà pourquoi je parlais d'apartheid. Et je m'étais promis, juré de mettre un terme à ces problèmes de discrimination raciale. Et donc, je sensibilisais tous les mercredis Atiaïmoua pour qu'au niveau de mes camarades d'Atiaïmoua ici, mais également la CFDT en France, et à travers la CFDT, le gouvernement de la République, on avait au pouvoir à ce moment-là des hommes de gauche censés être plus proches de nous, quand on sait que c'est sous la gauche qu'on a eu le plus de bombinettes pétées. C'est un autre débat. Et on a commencé donc à secouer le cocotier pour nous battre pour un statut des sites nucléaires, Moruroa Ho Fongatofa, un peu comme le statut qui régit actuellement les relations sociales et professionnelles à Kourou. Même combat. Au départ, l'État, le CEA, le CEP nous ont laissé faire, parce qu'ils ne pensaient pas un seul instant qu'on allait réussir. Mais lorsqu'il y a eu le mouvement social de 1986, de décembre 1986, là, ils ont commencé à avoir peur. Ils se sont rendus compte que l'organisation Atiaïmoua était suffisamment costaud pour mettre en péril toute la stratégie de l'État. Et nous avons continué ce travail. Donc d'information, de formation de nos cadres à Moruroa ici, mais également d'information du large public. Et voilà pourquoi en 1988, nous avions répondu présent à l'appel de l'Église évangélique, des principaux partis politiques à l'époque opposés au nucléaire, de créer le premier collectif antinucléaire, Tereihau, le ciel en paix.
Parce que chaque année, quand on faisait le bilan humain, ben, les principaux leaders de Hathié-Imoine, des entreprises sous-traitantes du CEA ou du CEP, qui allaient au lendemain même de chaque tir faire les premiers prélèvements, eh ben, ils disparaissaient. Si j'allais citer leur nom, on n'en finirait pas. Je vais vous donner l'exemple d'un. Roland Epetahoui, puisque son nom, nous l'avons donné à une salle de réunion de Hathié-Imoine. Roland travaillait à EPPV, qui faisait du sablage. Et le sablage, c'était au lendemain des explosions nucléaires. Ils allaient donc, c'était les premiers qui allaient sur les points de tir. Le jeudi, il vient nous voir pour nous dire qu'il avait très mal sur tout le corps. Il ne savait pas, quand il mangeait, il avait des démangeaisons et il vomissait en permanence. Je lui dis, mais va voir un toubib ici. Il dit, non, notre toubib là-bas m'a dit qu'il n'y avait rien. J'ai dit, va voir un toubib ici. Ça, c'est le jeudi. Le vendredi, j'appelle son patron pour discuter, prévenir. Il me dit, oui, la femme de René m'a appelé. Le patron réussit par les liens qu'il avait à le mettre dans l'avion. Le vendredi soir, il y avait un quotam. Il est parti pour aller en France. Samedi, dimanche, tenez-vous bien. Et moi, je suis à Pilet, on se voit à Pilet. Je lui dis, vous avez des nouvelles de René? Il me dit, il est mort. Voilà. Et René est parti comme ça, avec une concubine, un enfant à charge, aucune déclaration à la CPS. Heureusement que ce problème, que le patron de René a régularisé la situation, on est en 89, hein, les discussions sur le pacte de progrès, c'est en 92, a régularisé. Et EPPV a été la première solution, la première entreprise, à régulariser les situations abusives de tous les travailleurs qui n'étaient pas déclarés depuis des années. Mais il n'y avait pas de suivi. Il n'y avait pas de suivi médical à Montroulouan. Seuls les travailleurs du CEA étaient suivis, ou du CEP. Les employés locaux du CEP, les permanents du CEP. Mais sur les entreprises sous-traitantes, les visites médicales étaient bâclées. A-E-I-O-U. Terminé. C'est bon. Vous partez. Mais dès que vous ouvrez votre gueule à Montroulouan, premier avion, vous rentrez. Tous les Polynésiens qui avaient des postes à responsabilité dans le CEP et le CEA, ils se la bouclaient. Tous. Dans mon île, je suis retourné chez moi à Huahéné vivre. Notre pasteur de Huahéné de l'époque, Terito Tepa, il a exhorté sa population de Fiti à aller travailler à Montroulouan. Quand à l'époque je racontais ces histoires à Bruno et à John Doom, John s'est souvenu parce que c'était un ancien de l'église évangélique. Mais tout le monde avait oublié ça. Alors pourquoi? Parce qu'il partait là-bas, travailler pour revenir construire l'église. Voilà comment ça se passait là-bas. Et ça s'est passé dans les années 60, quand les travaux ont commencé, jusqu'aux actions qu'on a menées en 86. 26 ans. Parce que tous les syndicats du pays ne bougeaient pas. Les églises ne bougeaient pas. Tous les diacres qui œuvraient à Montroulouan venaient de Montroulouan disant non, il n'y a pas de problème là-bas, tout se passe bien. Rares étaient les diacres et les pasteurs qui ouvraient la gueule. Moi, j'ai eu la chance, de par mes liens familiaux, de connaître ces diacres-là. Voilà. Et moi, je m'étais promis donc, avec les miens, avec Henri, avec Christian, avec Yannick, avec tout, de faire en sorte à ce que tous ceux qui soient partis un jour, leur famille, puissent trouver cette sérénité. En 88, notre mobilisation, nos actions diverses n'avaient pas porté leurs fruits. En 89, on a commencé à faire des actions fortes, musclées, à Montroulouan. On n'a même pas parlé de ça, mais des bâtiments ont flambé à Montroulouan. Parce que
L'organisation syndicale que je conduisais à Athiémont était connue pour ses actions fortes et violentes. En 1992, nous participions au congrès de la CFDT à Paris. Et là-bas, grande surprise, le président de la République, feu François Mitterrand, prend la décision de suspendre les essais nucléaires. Ouf! Quel soulagement pour nous. Et aussitôt, de ces négociations que nous avons menées à Paris, vont déboucher non seulement le pacte de progrès, mais surtout la mise sur place de notre première grande victoire sociale et syndicale, j'allais dire humaine et humanitaire, la mise en place de la protection sociale généralisée. C'était déjà un geste fort que l'on faisait en faveur des familles de ceux et celles qui nous avaient quittés à Mururoa, qui n'étaient pas suivis médicalement ici, qui n'étaient pas aidés socialement. Et ça a été une grande victoire syndicale et sociale, qui a duré plus de 2 ans, 92, 94, et en 95, le texte est voté à l'Assemblée. Et malheureusement, en France, il y a un changement politique qui intervient. M. Chirac succède à M. Mitterrand, c'est le choix démocratique des Français, et prend comme première décision, cette décision irrévocable, inéluctable, de refaire péter les bombinettes qui avaient cessé de péter depuis plus de 3 ans. Bien sûr, Athiémont a repris son bâton de pèlerin. Nous avons repris contact avec les partis politiques de l'époque, le Tavini, le Yamana, ce qui restait du Hereaya, les églises, notamment protestantes, les associations, Tititau, Hititau, les associations de défense de l'environnement, pour voir, Piango, comment recréer un nouveau collectif. Les femmes en paix, avec Marie-Thérèse Danielson. Et on a recréé un nouveau collectif, Te Hitei o Tehau, la flottille de la paix. Et cette fois-là, les manifestations que nous avons faites à Tahiti étaient d'ampleur. On a réussi donc durant cette période de mai-juin 95 à septembre 95 à faire la démonstration à l'État que tout un peuple ne voulait plus de ces explosions nucléaires. Parce qu'on avait commencé à prendre l'habitude, à travers la suspension des essais, qu'on pouvait développer autrement la Polynésie. Mais il y avait 2 hommes au pouvoir qui régentaient tout. En France, le grand frère, Chirac. En Polynésie, le petit frère, Gaston. Ces 2 personnages ont négocié entre eux le nouveau statut. Ni Chirac ni Floss ne souhaitaient faire comme Mitterrand l'a fait, à savoir une négociation globale sur tous les points. Et l'État a refusé. Ce n'étaient plus les mêmes partenaires politiques. Parce que localement, il y avait un homme qui était au-dessus de tout, protégé par ses supporters, qui ne voulait surtout pas revoir Athiémont en face de lui, parce que nous lui avons mené la vie dure durant ces époques, quand il est revenu au pouvoir, 86, 95, et il ne voulait plus nous revoir en face de lui. Alors nous avons été, par la force des choses, obligés de déposer un préavis de grève générale, avec plusieurs revendications, mais dont 2 qui parlaient de Mururoa. La nécessité et l'urgence de faire la lumière et la vérité sur les conséquences sanitaires et environnementales des essais de Mururoa, des essais nucléaires à Mururoa. Malheureusement pour nous, il n'y a jamais eu de négociation entre l'État, le pays et nous. Nous sommes partis en grève générale en septembre 1995. Et le jour de l'explosion de la première bombe nucléaire, depuis la décision de reprise des essais, le 5-6 septembre 1995, le pays a pété aussi. Avec les miens, nous avons fait la prison. C'est des choses qu'on n'oublie pas, qui marquent un homme, qui marquent une famille. On a continué l'action.
mais plus sur un terrain politique, puisque par la force des choses, quelque part, grâce au comportement de l'État vis-à-vis de nous qui étions sur un terrain, le terrain social, le terrain humanitaire, on s'est retrouvés sur le terrain politique et on se retrouve à l'Assemblée, au sein du Tawini Huiratira. On a cheminé ensemble pendant de longues années. Et lors de notre procès en 1998, c'est comme ça qu'a germé dans nos têtes, avec nos amis qui nous soutenaient alors à l'époque, José Bové et les paysans du Larzac, la CFDT toujours, quelques députés parlementaires verts et sénatrices, Michel Rivasi, Marie-Hélène Aubert, de voir comment relancer ce combat au niveau national. C'était au lendemain des premières sanctions qui sont tombées contre nous que le monde entier n'avait pas accepté. On craignait encore l'embrasement ici. Donc nos amis français que j'ai cités ont organisé le premier colloque à l'Assemblée nationale en février 1999, en plein hiver. Ça faisait des années que je n'étais plus retourné en France. Et donc c'est là-bas qu'on a repris le fil du combat, repris contact avec les uns et les autres, pris la décision avec le soutien incontournable de l'Église protestante, aujourd'hui qui est devenue l'Église protestante Maui, de continuer le combat et de créer le collectif Morurua et Tato, avec l'équipe actuelle qui était là au début, Roland Dam, Chandum, Ralph, les responsables de l'Église évangélique, et Bruno Barillou. Et moi, j'ai utilisé et usé de mes fonctions politiques pour être le porte-parole de Morurua et Tato, ici à l'Assemblée et puis au niveau régional, national et international. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ce long combat qui a duré une quarantaine d'années? De belles victoires néanmoins. L'État qui disait que les essais étaient propres, inoffensifs, reconnaît, grâce aux actions répétées de l'AVEN, de Morurua et Tato, de nos amis de partout dans le monde, que ces essais n'étaient pas si propres que ça. La loi Morin est là pour l'approuver. Mais il y a encore du chemin à parcourir. Quand est-ce que l'État comprendra que ce pays n'est pas la France? Ce pays, c'est pour nous protestants Maui, pour les camarades du Tawini Teon Maui, mais ce pays, c'est Tahiti et ses archipels. Ce pays, c'est un peuple, c'est une civilisation et non pas des populations. Ce pays a le droit d'exister en toute liberté comme les autres pays au monde. La décision qu'a prise le général de Gaulle de nous imposer, sans notre avis, ces expériences chez nous, a tué ce peuple, a tué notre peuple. Sans prétention aucune, je dirais mon peuple. Nous faisons partie de ces rares peuples au monde, rares civilisations au monde, qui est passé de l'ère de la pirogue au balancier, l'ère de la pirogue à rame, à l'ère du nucléaire et du computer en une génération. Notre génération. Et ça, c'est des choses, comme d'autres peuples dans le monde ont souffert également dans leur évolution. Mais rares sont les peuples sous tutelle dans le monde qui ont subi autant que nous. Puisque cette action pernicieuse de l'État faisait qu'en face de ça, du fait des problèmes sociaux élémentaires de tous les jours,
le Polynésien n'osait plus se lever et dire « ça suffit ». Nos parents disaient « il faut que nos enfants réussissent à l'école ». Il faut qu'on trouve un job. Il y a le CEP et le CE1 qui sont là ad vitam aeternam. On ne va pas s'inquiéter, on va vendre nos terres, construire des maisons, des immeubles. Voilà comment est-ce que on est passé, allez, sans exagération, du paradis à l'enfer. Du paradis sur terre à l'enfer nucléaire. Que va devenir ces résidus atomiques qui sont dans le ventre de ma mère nourricière? Grande question. D'où l'intérêt de continuer le combat au niveau environnemental. J'ai le portrait là-bas de ma mamie, Andrea de Balman-Tourne, première polynésienne à être docteur, qui a été une grande dame. Elle me disait toujours à l'époque, parce que je lui disais, mais mamie, pourquoi tu rinces tes légumes, tes fruits 24 heures. Je ne sais pas si ça avait un effet, hein? Mais elle nous disait, mon fils, je suis médecin. J'ai poursuivi, j'ai été à Berkeley et je sais que durant la période des tirs aériens, nos îles ont été contaminées, ont reçu plusieurs doses radioactives. Et la moindre des précautions qu'il nous faut faire, chaque fois qu'il nous faut manger des légumes du pays, du terroir, du jardin, il faut prendre la précaution de laver à l'eau, au moins 24 heures. Elle a vécu longtemps. Bon, j'espère que je vais vivre aussi longtemps qu'elle. Voilà, merci mamie. C'était ça. C'était tout ça, Moruro. Merci à Ben Danielson, Marie-Thérèse Danielson, Francis Sanfort, John Tiariki, Powana Opa. Merci aussi aux hommes politiques actuels qui continuent le combat, Oscar, Jackie. Malheureusement, pas ceux des autres partis parce qu'ils ne veulent pas assumer cette responsabilité historique. Merci aux églises, et notamment à l'église protestante Mahu. Et à toutes ces femmes et ces hommes illustres ou pas connus qui se battent au quotidien également, qui se lèvent quand on se lève. Que de souvenirs. Que de souvenirs.
Mon